Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre au titre qui ne fait pas dans la dentelle, Un pied à l'école, un pied dans le business. L'auteur, c'est Kavaler Bélias, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est étudiant en 5e année de médecine au Cameroun. Du coup, sa perspective est hyper percutante. Son message, c'est une vraie provocation pour le système. Il nous dit « N'attendez surtout pas d'avoir fini vos études pour entreprendre ». L'idée, c'est de voir ensemble si cette audace tient la route et d'éterrer un peu les pépites, qu'elles soient philosophiques ou très pratiques. C'est une provocation, mais je pense qu'elle est nécessaire selon lui. Il part d'un constat assez sombre en fait. La voie traditionnelle, l'école, le diplôme, et puis la recherche d'un emploi, pour lui, cette promesse-là, elle est brisée. Surtout dans le contexte africain où le chômage des jeunes diplômés, c'est un problème massif. D'ailleurs, il commence son livre avec un proverbe qui claque. Ah oui, on ne mange pas les diplômes. C'est direct. Ça met tout de suite dans l'ambiance. C'est très direct. Il dénonce un système scolaire qui, d'après lui, a été conçu à l'ère industrielle. Exactement, pour former des employés, des exécutants, et pas des créateurs ou des leaders. C'est un modèle qui serait complètement inadapté aujourd'hui. En gros, on nous forme à être de bons élèves, mais pas forcément des gens compétents dans la vie réelle. Et cette distinction, pour lui, elle est cruciale. Et il y a une anecdote dans le livre qui illustre ça de manière brutale. C'est un peu le point de départ de sa réflexion. Il raconte l'histoire de Thierry Niamen, qui est aujourd'hui un chef d'entreprise, à l'époque les jeunes bacheliers, et il postule pour un job étudiant aux brasseries du Cameroun. Et là, le recruteur lui pose une question toute simple. Thierry, qu'est-ce que tu sais faire? Et Thierry, il est tout fier. Il répond ce que n'importe quel bon élève aurait répondu. Il dit j'ai un baccalauréat D avec mention. Il met en avant son diplôme, son succès académique, quoi. Sauf que la réponse du recruteur, elle est glaciale. Il lui dit je demande, tu sais faire quoi? Bac D, ça ne veut rien dire aux brasseries. Et ça, c'est le choc, la claque. La prise de conscience que le monde du travail et l'école, ils ne valorisent pas du tout les mêmes choses. Le diplôme, c'est une clé. Mais ça n'ouvre pas la porte si on ne sait rien faire, concrètement. C'est exactement ce qu'il appelle le déclic. Le moment où tu comprends que les compétences pratiques, celles que tu acquiers en faisant, en te plantant, en essayant, elles ont une valeur immense, parfois même supérieure aux qualifications sur le papier. Bon, l'idée est super séduisante, mais je me mets à la place d'un étudiant. Entre les cours, les révisions, les examens, on se heurte vite à un mur d'excuses qui semble légitime. J'imagine que le livre s'attaque à ça. Oh que oui. C'est même son premier grand chantier, démolir les barrières mentales. Il identifie les 3 plus grosses excuses et il les démontre une par une. La première, c'est évidemment la plus universelle, je n'ai pas le temps. Et celle-là, venant d'un étudiant en médecine, on a envie de le croire. C'est l'un des cursus les plus prenants qui soit. Et sa réponse, elle est assez radicale. Il dit que ce n'est jamais une question de temps, c'est toujours une question de priorité. Il s'appuie sur la loi de Pareto, la fameuse règle du 80-20. L'idée que 20% de nos actions, Génère 80% de nos résultats. c'est ça. Donc, son conseil, c'est d'identifier sans pitié ces 20% d'activités qui comptent vraiment pour les études et pour le business, et de sacrifier le reste. Sacrifier, le mot est fort. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui? Pour lui, ça a été sa vie sociale. Il raconte avoir passé presque 2 ans à limiter drastiquement les sorties, les distractions. Il s'est concentré sur ses études et ses premiers projets. C'est un choix, c'est sûr, mais son argument, c'est que la jeunesse, c'est là où on a le plus d'énergie. C'est le meilleur moment pour construire, quitte à faire des sacrifices temporaires. C'est un pari sur l'Ansner en somme. La deuxième excuse, c'est forcément l'argent. Je n'ai pas de capital pour démarrer. Ça, c'est le grand classique. Pour lui, c'est la pire des excuses. Il est très dur avec ça. Il affirme que notre premier capital, il n'est pas financier. C'est notre cerveau, nos compétences, nos mains. En fait, il prône une philosophie du commencer petit. Son mantra, c'est faire avec ce que l'on a et grossir avec ses profits. Il ne faut pas attendre le plan parfait ou le financement idéal, il faut se lancer. Il donne son propre exemple, je crois. Oui, et c'est très parlant. Son tout premier business, un petit commerce de basket, il l'a démarré avec à peine 30 euros. C'est environ 20 000 francs CFA. Juste de quoi acheter 1 ou 2 paires qu'il a revendues. Puis il a réinvesti et ainsi de suite. L'idée, c'est que la contrainte financière, ça force la créativité. Ça t'oblige à te concentrer sur l'essentiel au début. Vendre. Il y a une autre histoire personnelle qu'il raconte sur ça, sur ce rapport à l'argent qui m'a marqué. Adolescent, il voulait absolument participer à un tournoi de foot, mais il lui manquait 15 000 FCFA. Phone portable. Un vieux Siemens à écran jaune. Pour 3 000 francs.
Ce qui est intéressant, c'est son analyse. Il ne l'a pas vu comme une perte, mais comme un investissement dans son rêve. Le message est clair. Si ton projet est une vraie priorité, tu trouves des moyens. Tu ne vois pas d'obstacles, tu vois des solutions. Et la dernière excuse qu'il déconstruit, c'est « je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience ». Il balaye ça d'un revers de main. Il cite les exemples classiques. Mark Zuckerberg qui lance Facebook à 20 ans, des entrepreneurs locaux. Sa logique est simple. La compétence, elle ne vient pas avec l'âge, mais avec la pratique, avec le travail. Plus tu commences tôt, plus vite tu apprends. Tu échoues et tu finis par réussir. Attendre, c'est juste repousser l'apprentissage. Ce qui est fascinant, c'est qu'après avoir démonté ces excuses très pratiques, le livre prend un virage, beaucoup plus profond, presque psychologique. Il ne s'agit plus seulement de faire, mais de penser. Il consacre une grande partie de son propos à notre rapport à l'argent. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourtant, pour lui, c'est le cœur du problème. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, toute l'énergie qu'il faut. Si ton logiciel interne est programmé pour voir l'argent comme quelque chose de sale, tu vas t'auto-saboter. Donc, il s'attaque aux mythes culturels et religieux qui entretiennent ce rapport malsain à la richesse. Le premier mythe est assez connu. L'argent, c'est le diable. Oui, cette idée que la richesse corrompt forcément. Pour la contrer, il utilise une analogie très simple mais efficace. Il dit que l'argent, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est neutre. Dans les mains d'un grand chef, ça crée des plats magnifiques. Dans les mains d'un criminel, ça devient une arme. Ce n'est pas l'outil qui est bon ou mauvais, c'est l'intention de celui qui s'en sert. Pour l'argent, c'est pareil. Il aborde ensuite une croyance qu'il décrit comme très ancrée en Afrique, l'idée que les riches sont des sorciers. C'est un point très intéressant, parce qu'il en explore même l'origine sociologique. Il prend l'exemple de l'expression « être dans le Famtla » utilisée dans l'ouest du Cameroun. Il explique qu'à l'origine, Famtla, c'était simplement le nom d'un quartier très riche de la ville de Bafoussam. Quand les habitants de ce quartier ont commencé à s'enrichir, à acheter des voitures, il est arrivé que ça coïncide par hasard avec des décès dans leur famille. Et la rumeur est partie de là. Exactement. L'esprit humain cherche des explications simples et la rumeur de sacrifice humain s'est propagée. C'est une façon de rationaliser l'échec des uns et la réussite des autres, en l'attribuant à des forces occultes plutôt qu'au travail ou à la discipline. Le troisième mythe, il est d'ordre religieux. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. C'est une phrase qui a marqué des générations. Et il voit dans cette phrase une formidable excuse pour la paresse, une justification pour se complaire dans la pauvreté en la déguisant en vertu. Sa position est très tranchée, hein. Il soutient que la pauvreté n'est une bénédiction pour personne. Il invite à réinterpréter ces textes comme des mises en garde contre l'attachement excessif au matériel et non comme une condamnation de la réussite. Et pour vraiment enfoncer le clou sur ce sujet, il raconte une histoire personnelle d'une honnêteté, mais brutale. C'est peut-être le passage le plus marquant du livre. L'histoire de son premier amour, une fille qu'il nomme Y. Oui, un amour de jeunesse qui a duré des années, du CE2 à la 3e, et après tout ce temps, il prend son courage à deux mains, il lui déclare sa flamme. Et la réponse de la jeune fille est d'une violence. Elle lui dit « Non, tu ne peux pas subvenir à mes besoins ». Pour un adolescent, c'est d'une cruauté terrible. C'est une révélation, un deuxième déclic aussi puissant que le premier. Et la conclusion qu'il en tire, il l'écrit noir sur blanc. L'amour est un luxe auquel les pauvres n'ont pas droit. C'est une vision très dure, presque cynique, mais qui l'a convaincu que l'indépendance financière, ce n'est pas juste un but matériel. C'est une condition essentielle pour avoir le choix, pour être libre, même dans ses relations intimes. C'est une remise en question psychologique assez profonde. Mais une fois qu'on a fait ce travail sur soi, qu'on a, disons, nettoyé son disque dur, j'imagine que le livre propose une sorte de mode d'emploi pour se lancer concrètement. Absolument. La dernière partie, c'est une vraie boîte à outils. Il passe du pourquoi au comment. Et la première étape, c'est trouver une idée de business. Et là encore, son approche est très pragmatique. On imagine souvent qu'il faut trouver l'idée du siècle, la grande innovation. Il dit tout le contraire. N'essayez pas de réinventer la roue. Selon lui, le moyen le plus simple et le plus sûr, c'est de copier un concept qui fonctionne déjà et de l'améliorer, d'apporter sa touche, un meilleur service client, un meilleur marketing. L'innovation radicale, ça viendra plus tard. Et s'il fallait quand même trouver une idée originale, quelle est sa méthode ? Elle est géniale de simplicité. Écoutez les gens se plaindre. Chaque plainte, chaque frustration, c'est une opportunité de business qui s'ignore.
Il conseille de devenir un collectionneur de problèmes. Plus le problème est douloureux, plus les gens seront prêts à payer cher pour la solution. Il a même un acronyme pour ça, je crois. Oui, il faut chercher les problèmes durs. Douloureux, urgent et reconnu. Douloureux car la personne souffre, urgent car elle veut une solution tout de suite, et reconnu car elle est déjà consciente de son problème. Si ton idée coche ces 3 cases, tu tiens quelque chose de solide. Une fois l'idée trouvée, il y a une compétence sur laquelle il insiste plus que toutes les autres. La vente. Sans hésiter. Pour lui, un entrepreneur qui ne sait pas vendre, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un inventeur au chômage. Il martèle que tout le monde est un vendeur. On vend nos idées à nos amis, on se vend l'entretien d'embauche, il faut juste professionnaliser ça. Et il donne des techniques concrètes? Oui, plusieurs. Par exemple, il rappelle que l'achat, c'est 90% émotionnel. Il faut donc créer un lien, raconter une histoire. Une autre astuce, simple. Toujours utiliser le nom du client, ça le fait se sentir important. Ou encore, une règle d'or, ne jamais dire « je n'ai pas ». Toujours proposer une alternative, une solution. Montrer qu'on se soucie du problème du client. J'ai aussi noté une astuce sur les prix que j'ai trouvée assez contre-intuitive. On a tendance à penser qu'il faut être le moins cher. Et il dit que c'est une erreur de débutant. Un prix trop bas peut être perçu comme un signe de mauvaise qualité. Au contraire, un prix plus élevé peut augmenter la valeur perçue du produit. Les gens se disent « si c'est cher, ça doit être bien ». C'est le principe du positionnement premium, en fait. Exactement. Et ça va avec un autre conseil. Travailler autant sur le contenant que sur le contenu. Le packaging, l'image de marque, tout ça est capital. Il prend l'exemple des jus de fruits. Si tu les vends dans des bouteilles en plastique recyclé, tu auras un certain prix. Si tu investis dans de jolies bouteilles en verre avec une belle étiquette, tu peux vendre le même jus 2 ou 3 fois plus cher. Les gens achètent d'abord avec les yeux. Tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup à gérer. L'idée, la vente, le marketing, plus les études de médecine, la question de la discipline doit être centrale. C'est le dernier pilier, l'exécution. Il explique qu'il faut être obsédé par ses objectifs. Il décrit son propre emploi du temps qui est millimétré. Entre la fac, ses business, sa chaîne YouTube. Ça demande une discipline de fer et, surtout, de bien s'entourer. Il insiste beaucoup là-dessus. Fréquenter des gens qui nous tirent vers le haut. Si on devait synthétiser le message final, qu'est-ce qu'on retiendrait? Parce qu'au fond, ce n'est pas juste un livre sur comment gagner de l'argent. Non, pas du tout. C'est bien plus large. C'est un manifeste pour un changement de mentalité. Le message central, c'est « arrêtez d'être passif ». Arrêtez d'attendre que le système, l'État, une entreprise vous diplôme, viennent vous sauver. Le monde a changé. La seule vraie sécurité aujourd'hui, c'est notre capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes. Et ça se construit activement. C'est une philosophie de l'autonomie, en fait, de la prise en main de son destin. Précisément. Et pour conclure, il utilise une parabole qui résume toute sa pensée. C'est l'histoire de 2 amis, Hubert et Hervé, qui tombent dans un trou. Un troisième homme, Henri, celui qui les a poussés, se penche et leur promet « Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite avec une échelle ». Lui qui est à l'origine de son problème. Hubert, lui, il a une réaction différente. Il regarde Henri et il se dit qu'il ne peut pas faire confiance à son ravisseur. Alors, au lieu d'attendre l'échelle, il commence tout de suite à examiner les parois du trou et avec ses ongles, il se met à creuser des petites prises dans la terre, centimètre par centimètre, pour essayer de s'extraire tout seul. C'est une image très forte. On est soit celui qui attend l'échelle, soit celui qui commence à creuser. Et c'est la question que le livre nous laisse, à la toute fin. Une question à se poser. Dans nos propres vies, face à nos difficultés, à quel moment est-ce qu'on agit comme Hervé, en attendant passivement une solution extérieure, et à quel moment a-t-on le courage d'être Hubert et de commencer à creuser, même si c'est avec nos propres mains?